Aujourd'hui, Paname brave les interdits. Le magasin où vous êtes là, c'est très sécurisé, mais là, ça l'est encore plus sécurisé. Côtoie les célébrités. Georges Brassens, il venait régulièrement Georges ici Brassens venait régulièrement, c'était sa table qui est juste derrière. Touche du doigt la création. Le voisin à côté, il projette des photos, je comprends pas du tout ce qu'il fait. Et s'offre un karaoké. Elle est à toi, cette chanson. Alors prenons le taureau par les cornes. Là où je vous emmène aujourd'hui, c'est presque la campagne à Paris. En arrivant dans ce nouveau quartier, je ressens d'abord le frémissement des ormes. À cette heure-ci, la rosée perle encore et les canards se réveillent. Bienvenue dans le parc Georges Brassens, dans le 15e arrondissement. Le lieu est réputé pour son marché du livre ancien qui s'y tient tous les week-ends. Un bâtiment de style Baltard abrite les marchands et les passionnés venus respirer l'odeur du vieux papier. Mais laissons là les bouquinistes pour découvrir à quelques coups de pédale l'une des plus belles villas de la capitale. C'est agréable de poser son vélo ici, c'est drôlement sympa. Hein. Bienvenue. Waouh, vous avez de la chance. Oui, n'est-ce pas? C'est un endroit que vous connaissez par cœur, vous y avez gambadé ici, J'ai joué. gambadé beaucoup avec mes frères et sœurs, avec tous les enfants de la villa qui étaient nombreux. Et puis, c'est un lieu qui m'est particulièrement cher, puisque c'est mon grand-père, l'architecte Raphaël Pénaud, qui a créé sur les vignes de mon arrière-grand-père tous ces pavillons. Et comme mon grand-père a eu la chance de voir voler Alberto Santos Dumont, le plus parisien des Brésiliens, il a trouvé que ce serait une bonne idée de donner le nom de ce pionnier de l'aviation à ce lieu qui était particulièrement cher. Et votre grand-père qui habitait à l'autre bout là-bas, on va aller voir ça? Oui, On va aller voir sa on maison. habitait là-bas, voilà, depuis 1889. Et ici, imaginez, ce n'était que des vignes et la rue Brancion derrière, des champs de blé. Et votre grand-père a construit la première maison. Voilà, ça donne ce petit coin de paradis. Il y a plein de gens célèbres qui ont habité ici. Oui, Plein beaucoup. d'artistes importants. Beaucoup, oui, beaucoup. Ossip Zadkine, Fernand Léger, et puis Albert Bouquillon, sculpteur Grand Prix de Rome en 1934 de sculpture. À qui on doit les 2 taureaux qui sont à l'entrée du parc Georges Brassens. Entre autres, mais une œuvre très importante, et un buste de Georges Brassens aussi. Et justement, Georges Brassens, lui, il a habité pas très loin d'ici. Il n'est pas habitait Villa pas loin. Santos Dumont. Non, il habitait rue. dans la rue. On dit Très qu'il n'était pas sympathique. souvent ici quand même. Non, c'est vrai qu'il y passait que quelques mois, mais enfin, quand il était là, ça se savait. Si vous voulez bien, on va se quitter, puis je vais aller voir Karen, Avec qui lui plaisir. habite un peu plus loin. Waouh. Merci Karen de me recevoir dans votre magnifique maison. Vous vous êtes installée ici depuis 1973, c'est bien ça? Oui, c'est exact. Comment vous avez trouvé cet endroit? Alors là, complètement par hasard, c'était une petite annonce, une adjudication, c'était les derniers jours de visite, c'était un endroit qui m'a vraiment charmé, mais qui était en même temps complètement abandonné. Il y avait une chaussée en terre battue, alors donc ça veut dire avec des flaques quand il pleuvait, avec de la poussière quand une voiture passait. Mais l'ambiance des maisons et tout ça, ça n'a pas changé, c'est exactement pareil. Les habitants, par contre, c'était une autre ambiance. Il y avait une colonie russe, on parlait russe un peu partout. Oui, il y avait le siège des Cosaques ici. Il y avait l'amicale des Cosaques, quelque part par là. Vous êtes amoureux de cet endroit? Complètement, oui, oui. C'est assez rare à Paris, quand même. On fait la fête, on m'a raconté Et qu'on on faisait fait la beaucoup fête. la fête Alors ici. ça, on aime beaucoup Alors qu'est-ce faire qu'on la fait fête. précisément? D'abord, on a, disons, une tradition bacchique, hein, donc c'est-à-dire Bacchus, Et le vin, c'est ce qu'on voilà. voit là avec la vigne qui pend. Alors, donc on a fait des vendanges, on récolte même des quantités impressionnantes. Imaginez-vous 100 kilos l'année dernière. À 100 kilos 100 de kilos l'année raisin, dernière, ouais. de clos Oui, morillon. oui, oui, on a les photos et tout ça. Non, c'est pas le Clos des Morillons, attention. Non, 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 nous, on est... Cépage. On est un petit périmètre avec une appellation contrôlée Santos Dumont. C'est ce raisin-là qu'on perpétue. Et il a quel goût ce vin? Vous le trouvez bon, j'imagine, c'est votre Il est vin. mais Il est excellent. inoubliable, inoubliable. Avant de quitter cette belle villa, je vous invite à pousser la porte du voisin de Karen pour découvrir un autre élixir à base de plantes.
Hey, bonjour Donald. Bonjour. En plein boulot? Oui, en plein boulot. Bon, on produit pas que du vin ici, hein, on fait aussi de la tisane? Oui, évidemment. Faisons Qu'est-ce de la que tu fais, là tisane africaine, spécialement. Qui sont fabriqués ici, assemblés ici, Villa Ils sont Santos-Dumont. plutôt assemblés ici, les mélanges, mais elles sont cueillies en pleine brousse en Afrique. Voilà. Et qui t'a appris l'art de la tisane africaine? Déjà, en Afrique, nous tous, nous avons la culture de la tisane. Par exemple, le quinqueliba, quand on a des fièvres, nos mamans nous guérissent avec ça. Qu'est-ce que tu prépares là exactement? Là, je prépare la tisane émoustillante. Émoustillante? Oui, émoustillante. Ça veut dire quoi, ça? Bon, le gingembre, on le sait tous. Ah oui, ça a des vertus. Ça a certaines vertus. Aphrodisiaques. Et qu'est-ce qu'il y a d'autre? Voilà, j'ai aussi l'hibiscus blanc qui vient du Sénégal. Alors si j'en bois, qu'est-ce qui va m'arriver? Beaucoup d'énergie pour la journée. On peut avoir un petit verre, Oui. une petite tasse? Évidemment. Voilà, c'est un peu chaud. Ça va faire du bien, il fait pas très chaud aujourd'hui. Voilà, pour l'hiver, c'est très bien. Déjà, ça sent super bon. Voilà. Mais ça veut dire que quand même, si on vient visiter la Villa Santos-Dumont, on peut frapper à ta porte et acheter Oui, quelques... j'ai des gens qui viennent, ils frappent, ils achètent quelques sachets de tisane, ils repartent. Tu fais Pour ceux goûter? qui connaissent. Oui, je les fais goûter. Et alors, puis, qu'est-ce qu'on te dit? Qu'est-ce qu'on dit de tes tisanes? Je vais te dire, moi, tiens. Goûtez un peu, vous allez voir. Ah oui, c'est très bon. Ah oui, évidemment. Ah oui que c'est bon. Évidemment que c'est très bon. Je laisse travailler, à bientôt. Merci, à bientôt. Yvan. Oh, il est marrant, il m'a dit là où il y a de la vigne, là où il y a de la vigne, mais il y a de la vigne partout. Yvan. Oui, j'arrive. Bah, J'étais en train de Oh, bah, finir ma tisane. bah, superbe. Et c'est incroyable, il y a de la vigne partout, ça dégouline de vigne. Ah bah ici. oui, mais à propos C'est une de... vieille histoire, la vigne, Ah bah ici. la vigne, elle est là depuis des siècles, des siècles. Il y a même un type qui s'appelait Philippe de Beaumanoir. Alors on ne connaît pas trop ce nom-là, mais il a écrit en 1238, il était copain avec le frère de Saint-Louis, c'est pour dire si ça remonte. Eh ben, il a écrit quand même qu'il existait un cépage il appelait Morillon, le cépage de Morillon, qui était excellent, le deuxième de France. Ben voilà, c'était le cépage de Morillon. Voilà pourquoi on a la rue des Morillons, voilà pourquoi on a ce cépage qui existe ici. Alors ça a été un vin qui était plutôt un pinot noir, mais qui avait l'air de, comment dirais-je, de mûrir un petit peu plus tardivement qu'en Bourgogne. Ouais, ça... Il intéresse les merles. en Ah tout bah cas, les là. merles, bah oui, dès qu'il y a du raisin, ça, ils adorent ça, on l'entend qui sifflote et qui grignote. Alors du coup, en hommage à toutes ces vignes, tous ces vignerons qui étaient en place ici, quand on a ouvert le parc de Georges Brassens, parc Georges Brassens, on a replanté 700 pieds de vignes en souvenir. Et puis du coup, on a fait les premières vendanges en 84, 85, un cru, il paraît extraordinaire, mise en bouteille en 86, et alors depuis, c'est la fête tout le temps. Une chose est sûre, malgré la grisaille du ciel et la sagesse apparente du quartier, je sens qu'il réserve encore de belles surprises. Faisons le tour du parc Georges Brassens. Je vous emmène dans une autre villa et dans un autre siècle, celui de l'exposition universelle et des artistes de Montparnasse. Bonjour. Bonjour. Merci de me recevoir dans ce lieu unique. Hein. C'est incroyable, c'est une vraie surprise dans le quartier. Heureux de vous accueillir. Ah oui, oui. C'est donc ici, la ruche? La ruche. La ruche, c'est ce bâtiment-là qui a donné le nom, au fond, à la ruche. Vous voyez. Alfred Boucher, je vous en reparlerai, qui a créé la ruche, a acheté cette structure de Eiffel. Hein. C'était une structure métallique, simplement. Tout ce qui fait la ruche, ce sont toutes des chutes de l'Expo universelle de 1900. Les briques, les poutres et tout. C'était le pavillon des vins de Bordeaux. Donc, autour de cette structure, il a commencé à construire ses ateliers. Et puis, ça s'est étalé. En 1902, il y avait une centaine d'ateliers. Ernest, ce lieu unique à Paris, hein, on le doit donc à Alfred Boucher, qui est le sculpteur, entre autres, parce qu'il a fait des centaines de sculptures, à qui on doit cette sculpture-là, mais qui existe avec des tas de formats différents. Je crois qu'à Bucarest, c'est un grand modèle. Elle fait presque 10 mètres. C'était un artiste très connu à la fin du 19e siècle. Il avait fait tous les bustes, les portraits des présidents, des rois, des reines et tout ça. Il se baladait en calèche. Donc il voulait faire une espèce de Voilà, pépinière de création. l'idée de phalanstère, vraiment l'idée du phalanstère. D'abord, il y a autour de lui, ce sont ses élèves très académiques. Puis il arrive, et c'est surtout ça qui fait la richesse de la ruche, il arrive les artistes d'Europe centrale qui fuient les pogroms. Donc Soutine, Chagall, Kremen, Kikoïn, Yankel, tous les artistes juifs, les grands, voilà. Et là, la générosité extraordinaire de ce Alfred Boucher, c'est ça, elle est double, quoi. Déjà, il construit tout ça, il fait des loyers très très bas, la plupart ne paient pas. Et puis c'est surtout qu'il accueille des artistes
qui vont le mettre à la poubelle de l'histoire. Vous voyez, vous ne connaissez pas son nom, personne ne connaît Alfred Boucher. Ernest, je crois que vous allez m'accompagner voir Je vous accompagne chez, un des piliers chez de la... Léonard Léoni, qui est né à La Ruche. Son père était un sculpteur argentin et il est né à La Ruche. Bon, pour ceux qui, comme moi, ne connaissaient pas le mot phalanstère, c'est un ensemble de bâtiments communautaires. Alfred Boucher rêvait d'un lieu de bourdonnement créatif, qu'il avait donc baptisé La Ruche parce qu'il considérait ses protégés comme des abeilles en perpétuelle agitation. On est tout au bout de la ruche, là. Hein. Ouais, tout à fait au fond du jardin. Léonard, Entrez. voilà. Santé. Voilà. C'est lui la mémoire Yvan. de La Ruche. Ça fait combien de temps que vous êtes ici, alors? 82 ans, mais enfin 80, disons 80, pour me rajeunir un petit peu. Et vous êtes né ici, alors? À côté. Mais dans la ruche? Dans Dans la la ruche, bah oui. dans la ruche. Mon grand-père était là, tout le monde était là, quoi. C'est pas de ma faute, mais c'est comme ça. Est-ce qu'il y a des échanges? Est-ce que ça partage? Est-ce que ça crée de l'émulation artistique? Ah bah oui, tous les jeunes font numérique. Et quel regard, justement, vous portez, vous, sur ces nouveaux artistes qui sont à l'ère numérique, qui font des choses Moi, je suis virtuelles? dépassé. Moi, je suis encore à la... Non, mais je suis dépassé. Ça, le voisin à côté, il projette des photos, je sais pas. Il est très sympathique, mais je comprends pas du tout ce qu'il fait. C'est autre chose. Ça évolue. La ruche, ça évolue aussi. Oui. Quand Léonard était plus jeune, La Ruche grouillait de familles, d'enfants qui couraient dans le jardin. On déboulait chez les voisins sans crier gare. Cela arrive encore quelquefois. Aujourd'hui, ils sont peu nombreux ceux qui vivent encore à La Ruche. C'est devenu un lieu où l'on travaille. Je rejoins Zoré. Cette peintre d'origine iranienne y a fondé sa famille. Son premier enfant est né ici. Elle a d'abord poussé quelques tableaux pour faire tenir un lit de bébé, mais à la naissance du second, elle a dû déménager. Je vous dérange? Non? Vous travaillez sur quoi? C'est sur un dessin que j'ai fait il y a longtemps et j'essaye de voir ce que je peux faire avec. C'est le travail préparatoire avant les grandes toiles? Je ne sais pas ce que ça va donner, mais ça pourrait être, oui, ça peut donner une toile, oui. Ça fait longtemps que vous êtes ici, Zoré? Je suis ici depuis 97 ou 18, j'ai signé mon bail. Donc cet endroit-là, vous le quitterez jamais? Moi, je les quitterai si un jour je suis ultra riche et que j'aurais envie de laisser ma place pour un artiste qui est en difficulté. Mais pour l'instant, j'en ai besoin, donc je le garde. C'est quand même l'esprit de cet endroit, de la ruche. Alfred Boucher a voulu ça. Oui. Pour moi, c'était l'une des plus grandes chances de ma vie même, je dirais. Pourquoi? Parce que c'est hyper important d'avoir un atelier, un espace à soi, pouvoir travailler tranquillement, sans être dérangé. C'est vrai que ce qui est incroyable, c'est le silence. Silence, oui. On n'imagine pas que ça existe un endroit comme ça, en plein Paris. La première fois que je suis venue en tant que touriste, le portail était ouvert, je suis rentrée. Au printemps, je me baladais, je me suis dit, mais c'est un paradis, quoi, c'est pas possible. Ça fait quoi, justement, quand on est artiste, quand on est peintre, quand on est plasticienne, de savoir que juste à côté, il y a eu ces grands noms qui sont passés? L'idée, ça me plaît de savoir qu'il y a des artistes qui sont créés dans ces lieux, dans ces murs, qui ont marché comme ça, dans la rue, même plus loin, dans Paris, n'importe où sur la Terre. De toute façon, moi, ça me plaît, quoi. L'idée, ça me plaît beaucoup. Vous dites, je marche un peu sur leurs traces? J'espère. Laissons les abeilles de La Ruche faire leur miel pour pénétrer dans un univers beaucoup moins bucolique, mais tout aussi insolite. Monsieur Cassignol, ça se passe comment quand on a perdu un objet chez vous? Alors, deux solutions. Soit la personne vient nous voir directement, voir cet objet, soit on lui envoie un courrier. Ensuite, on va venir ici au guichet, on va faire toute la démarche et on va envoyer l'ordre de restitution au magasin pour récupérer votre objet. Et le magasin a 2 minutes. 2 minutes entre la demande et la restitution. C'est une vraie course. Ah, ben il faut aller vite. D'ailleurs, on en a un à récupérer. Allez, on est parti, on va essayer de faire ça en 2 minutes. On y va.
Je vous suis. Voilà. On est où là, monsieur Cassigno? Alors là, nous rentrons dans le magasin du service des objets trouvés. Ah, c'est la caverne d'Alibaba là. Voilà, là, donc, ce magasin qui fait 530 mètres carrés. Tous les objets qui sont trouvés finissent ici. Alors, tous les objets trouvés dans Paris, des départements périphériques, l'ancien département de la Seine, si vous préférez. Voilà, tout vient ici, à l'exception des objets perdus sur le réseau SNCF. D'accord. Vous avez une idée du nombre d'objets qui est ici? Alors, à l'heure actuelle, on a à peu près 80 000 objets. 80 000 objets. Et ça va de quoi à quoi? Alors, ça va d'une pièce d'identité. Ça, c'est ce qu'on trouve le plus fréquemment Voilà, plus ici. fréquemment, la pièce d'identité. On perd le plus fréquemment. Voilà, tout à fait. Après, bon, vous avez aussi les clés, 50 trousseaux par jour. Vous avez les lunettes, qui est pas mal. Sur un mois, allez, ça représente à peu près 720 paires de lunettes. J'ai vu des poussettes, on perd des sa portables, poussette. oui, même la poussette. On Oui, perd pas oui. de bébé avec quand même. Mais Ça, partout des bébés les bébés, non, on ne les garde pas. On les garde pas. Et justement, ça reste combien de temps les objets ici? Alors ici, dans ce secteur du magasin, on les garde 4 mois. 3 mois pour le perdant et 1 mois pour l'inventeur. L'inventeur, Celui c'est qui a la trouvé. personne qui a trouvé. Et qui, au bout d'un moment, peut récupérer l'objet. Au bout des 3 mois, peut venir récupérer l'objet. Il en est le propriétaire? Non, pas du tout. Il en est propriétaire que 3 ans à partir de la date de trouvaille. D'accord. Et pour récupérer les objets, il faut payer quand même. Hein. C'est pas Pour gratuit, c'est récupérer pas un les objets. service totalement gratuit. Non, non, il faut payer 11 euros. 11 euros pour 11 un euros objet pour un objet qui va jusqu'à 762 euros. Et au-delà? Au-delà, c'est 3% de la valeur. Alors justement, à propos de valeur, là vous avez un ticket spécial, parce que là c'est un objet de valeur. Alors ça c'est Oui. une démarche particulière concernant... Alors, ça se passe dans notre magasin, le magasin des objets de valeur, où nous allons aller. Alors je vous suis, on est parti. Vous voyez ici, bon, ça, par rapport au magasin à côté, là on trouve beaucoup d'ordinateurs portables, maintenant des tablettes numériques, des bijoux. Et là nous allons chercher le téléphone, puisqu'il s'agit d'un téléphone. Il y en a combien de téléphones portables de perdus par... Par an, il y a à peu près 10 000 téléphones portables. Combien d'objets vous restituez? Nous restituons 25% des objets. Donc vous faites beaucoup d'heureux. Ah, ben, c'est notre but. Voilà. Voilà le portable. De la personne donc, De qui la l'a perdu, personne qui est là l'a perdu, en train qui est en d'attendre. train d'attendre au guichet. D'accord. Et comme... Donc je vais me dépêcher pour l'envoyer. Oui, ça serait sympa. On va faire une heureuse? Allez, on va faire un heureux ou une heureuse. Oui, une heureuse. Ou Voilà. un heureux, vous avez raison. Ah ben oui, on va lui restituer le portable. Hein. Et justement, avant d'y Oui. aller, montrez-moi ce que c'est ici. C'est le cabinet de curiosité Voilà, tout à fait. des objets trouvés. Et qu'est-ce qu'elle fait, la vieille? Ah, Sainte-Thérèse, on a des prothèses de jambes. Ah oui. Oui, trouvées dans des Sa bus. prothèse. Et même un crâne. Il y a un crâne. Un vrai crâne. Ah oui, c'est un vrai crâne humain. Ils ont divorcé. Ils ont peut-être avant ou après leur carrière. Vous avez récupéré la Voilà la robe. Ah oui, mais ça c'est pas une police. On a même une urne funéraire. remplie. Allez, il est temps pour moi de quitter cet austère bâtiment de la préfecture de police et son sympathique directeur pour retrouver quelqu'un qu'on ne risque pas de perdre. Notre ami Frédéric Gersal. Frédéric, ça tombe bien, je vous cherchais, je sors des objets trouvés. Ah ben, vous avez retrouvé votre vélo alors? Ouais, et puis vous, une belle paire de cordes. Oui, Vous êtes bien entouré comme là. des copains là, Ouais. vous avez vu? Ils sont costauds, eux. Oui, ils sont costauds. Et alors, c'est une sorte d'hommage un petit peu hein, à tous leurs prédécesseurs qui sont passés par là Ouais. pour aller vers les abattoirs. Mourir là-bas, oui, se faire Ah oui, parce que trucider. c'est un jardin, mais construit voilà. sur un bain de sang. Un petit peu, oui, c'est pas faux. C'est pour ça que ça pousse peut-être très bien. Hein. C'est une décision qui a été prise par Napoléon en 1810. Il en avait assez, et il avait raison, de voir que les bouchers, travaillant chacun chez eux, abattaient leurs animaux depuis le Moyen-Âge, devant chez eux. Dans la Ou- rue, comme ça? Oui, ou dans l'arrière-cour. Ah oui, donc, Et on avait dans les caniveaux, il y avait du sang. Ah, il y avait du sang partout. Après, on allait nettoyer les bêtes dans la Seine pour vendre les morceaux, comme ça, sur les étals des bouchers. Alors, du coup, Napoléon, en 1810, comme toujours, il prend une décision. il tranche. Voilà, il tranche, c'est le cas de le dire. Dans le lard. Et il tranche à tel point qu'il organise des abattoirs un peu partout dans Paris. Et celui-ci va être le grand abattoir de la rive gauche de la Seine. Donc, toute cette partie de Paris va être nourrie par ces abattoirs, où là, il y a des tueurs, des écorcheurs, des métiers très durs. Hein. Des gens, c'est très compliqué, c'est très lourd. Et il y a des abattages pour tous les animaux, je dis bien tous, y Mais- compris les chevaux. Ah oui. Et depuis les années 80, c'est devenu un très beau jardin. très Georges beau Brassens, jardin. on va faire un tour, on va le Avec visiter. plaisir. Allez, on est parti. Je laisse mon vélo, je suis sûr qu'on va pas y toucher. Et vous prenez pas votre guitare? Ah bah si. Vous allez me chanter une petite chanson? Ah bah je veux bien. Elle est à toi cette chanson, toi l'étranger qui s'en passe. Bon, résumons. Autour du parc Georges Brassens, vous pouvez croiser un chanteur, un écarisseur,
un tueur, un apiculteur, un viticulteur et pourquoi pas un boxeur tant qu'on y est. Je sais pas si on va mourir parce qu'ici il faut montrer patte blanche. Ben super, ça c'est très bien ça. Salut Jean-Louis. Yvan. Ça Comment va tu vas? Et toi? Bon, impeccable, et toi? Eh ben dis donc, heureusement que c'est fermé chez toi aujourd'hui. J'ai que des potes aujourd'hui. C'est la journée des parce que- potes. Voilà, c'est la journée. Aujourd'hui, c'est la journée des potes. En fait, c'est nous, comme on est fermé au public depuis 20 ans, on n'ouvre qu'aux copains. Voilà. Il n'y a pas de poignée hein, Il ici. n'y a jamais eu de poignée. On tape Et on entre. Voilà. on t'ouvre si t'as une bonne tête. Exactement. Voilà, toi, si t'es sympa, on t'ouvre. Voilà, exactement. Si t'es sympa, on t'ouvre. Ah, t'as des jolies filles qui viennent. Voilà, t'as un petit peu. Et puis, on change pas. Toi, j'ai mon pote du ping-pong qui était dans les meilleurs Français, 10 meilleurs Français du ping-pong, qui va jouer au tennis d'ailleurs. C'est toi qui lui as appris à jouer? Salut mon Thierry. Tu vas pas manger, toi? Oui, parce que là, j'ai tennis. T'es un ancien grand champion Ah oui. de tennis de table. Il a été numéro 2 français au ping-pong. Ah ouais. Et donc, on a joué des années dans la même équipe. C'est vraiment un endroit sportif. C'est un endroit sportif où, si tu veux, bon, t'as des boxeurs, t'as Thiozo qui vient de temps en temps. Mon père était champion d'Europe de boxe, donc il a fait une très belle carrière. Marcel Cerdan, junior, vient. Puis il a bien connu, mais il était copain avec Marcel Cerdan quand même. Oui, c'est ton père qui a créé cet endroit ici? Tout à fait. Mon père et ma mère se sont installés ici dans les années 50. Ça a été des belles périodes pendant les abattoirs de Vaugirard. Et malheureusement, quand tout s'est fermé, ça a été une vraie catastrophe parce qu'il n'y avait plus rien. On est passé d'une grosse activité à plus rien, donc ça a été très très dur. Et quand il est décédé, mon frère et moi on essayé de faire un petit restaurant. Bon, mais ici il faut pas oublier que c'était la campagne. Hein. Georges Brassens, qui était un très bon ami de mon père, faisait élever des poules et des canards dans le jardin. Georges Brassens, il venait régulièrement? Georges Brassens venait régulièrement, c'était sa table qui est juste derrière, tu vois. Donc il venait régulièrement et il faisait le casse-croûte. D'ailleurs la chanson Le Bistrot, c'est ici. C'est ici qu'elle a été écrite ou c'est... Georges Brassens l'a écrit. En s'inspirant d'ici. En s'inspirant d'ici. La belle du bistrot, c'était ma maman. Alors c'est toujours une histoire de famille parce que ta fille, elle va continuer. Alors justement, alors Lydie, je vais te la présenter. Ah bah Lydie, elle boit un coup. Lydie, elle buvait un coup. Donc je vais te présenter ma fille. Moi, je vous fais la Yvan. Nous, on se fait la bise ici. Donc maintenant, Ah bah oui, ici on se fait la bise. Vous allez bien? Ça va, ça va. Maintenant qui a pris le relais. Donc Voilà. c'est toi qui vas reprendre la suite, Voilà, normalement. toujours dans le même esprit? Ah oui, on ne change pas une équipe qui gagne, toujours pareil, le menu tout compris, la bonne ambiance. C'est sympa l'héritage, mais il est lourd quand même. Hein. Faut assurer, Ouais, là. mais, bon, ça va, moi j'aime bien, ça fait 8 ans maintenant que je suis ici, donc ça va, j'ai pris le pli. Bon, on va voir si c'est bon aussi. Si Ah oui. c'est bon, puis si c'est bon. On va Normalement, ça l'est. Hein. Alors Mais on c'est passe bon, à hein. table, c'était sympa. J'aurais pu y passer la journée chez Lydie et Jean-Louis. En 2 secondes, on se fait des amis, mais vous le savez, les bonnes choses ont une fin. Retour au calme et à l'air frais pour découvrir, caché derrière le parc Georges Brassens, un autre trésor du quartier, le Montfort Théâtre. Cette scène, longtemps discrète, a reçu un sacré coup de fouet depuis qu'elle a été reprise par Laurence et Stéphane, 2 artistes issus de l'univers du cirque. Dis-moi Laurence, on va pas faire trop de bruit parce qu'on est en pleine réputation. Qu'est-ce qui se passe exactement là? Alors là, c'est un danseur, c'est un chorégraphe italien qui s'appelle Alessandro Tironi. Et c'est le spectacle du soir. C'est le spectacle de C'est ce en soir. répétition. Tout à fait, c'est une première ce soir. Il date de quelle époque ce théâtre? Des années 90 en fait. C'est Sylvia Montfort qui a monté ce théâtre en 93. Puis elle est décédée pendant la construction de ce lieu. Donc c'est un autre directeur qui l'a pris pendant 17 ans et nous est arrivé il y a 5 ans. C'est pluridisciplinaire, on fait de la danse, on fait du nouveau cirque, voilà, toutes des propositions plus ou moins hybrides et du théâtre également. Vous venez du cirque? Tout à fait, on était les Arceaux, on était une troupe de trapézistes, les Arceaux. C'est un peu encore la même ambiance maintenant? C'est l'ambiance du cirque ici qui prédomine? Non, mais on essaie de rester des choses d'accessible. Voilà, on a un esprit de troupe, effectivement. On aime bien voilà, l'accueil des compagnies, du public. Donc on a un bar, on essaie de faire, que ce soit pas qu'un lieu où on vient de voir un spectacle, mais qu'il se passe des choses aussi avant, pendant et après. Et quand vous l'avez vu pour la première fois, vous vous êtes dit quoi? Qui était très moche. Ouais, c'est vrai. Ouais, tout à fait. Alors, qui c'est qui a fait la déco? C'est des amis à nous qui sont chefs d'éco cinéma, en fait, qui ont tout repensé le lieu quand on est arrivé. On a tout repeint, on a tout refait. Alors qu'est-ce qu'on a comme loge? On a une loge années 50, années Ouais, 60? on a un peu tout. Ils sont partis, on leur a laissé carte blanche et ils ont inventé ce lieu avec une cuisine aussi. Qu'est-ce que vous jouez en ce moment? Donc de la danse. Et dans l'autre salle, on a le projet du Ciol. Oui, parce qu'il y a une autre petite salle que vous appelez la cabane, c'est ça? Fait, qui n'est pas vraiment une cabane, hein, puisque c'est une salle de 130 places. Mais c'est pour des propositions beaucoup plus intimistes. Et en ce moment, on a Nicolas Bouchot et Judith Henry, deux grands comédiens, qui font un projet philosophique. C'est un lieu unique à Paris, ce théâtre, non?
sa disposition, son Oui, emplacement, oui, tout à fait, ouais, c'est- à côté d'un grand jardin. Oui, mais en d'un plus c'est parc. important de se différencier parce qu'il y a beaucoup de lieux sur Paris. Donc c'est important d'avoir chacun sa personnalité. Et puis voilà, je pense que nous on a la nôtre qui est très singulière, mais qui est voilà, qui a le mérite d'exister aujourd'hui sur Paris, je pense maintenant. C'est pas mal. On regarde la suite? Allez. Et tandis que les quilles volent, que les sièges craquent, le petit coin de verdure du 15e arrondissement poursuit sa vie. Retrouvez cette émission sur notre site internet France 3 Paris et sur les réseaux sociaux. À bientôt pour un nouveau numéro de Paname.